à Une l'instant. grande Alors, experte, le allons-y en docteur direct. Marie-France Reynaud, qui m'accompagne encore aujourd'hui pour ce point de presse. Alors, la situation, comme je le mentionnais, évolue bien. Elle n'est pas réglée. On a toujours des signes que la contagion se poursuit. Nous avons beaucoup de cas à tous les jours. Nous en sommes aujourd'hui à des indicateurs qui se profilent bien mieux que ce que c'était il y a quelques semaines encore. Donc, tout va dans le bon sens, une baisse des hospitalisations, vous le voyez, une baisse d'utilisation des soins intensifs, une baisse des cas qu'on retrouve chez les travailleurs de la santé, une baisse également des cas qu'on retrouve dans les écoles, auprès des enfants, même les enseignants ou les gens qui travaillent dans ces milieux. Donc, globalement, la situation va mieux. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons exactement le même nombre de lits que nous avions au pic de la deuxième vague. Donc, c'est quelque chose qui reste important dans nos hôpitaux et pour laquelle il faut continuer à être vigilant et prudent. Alors, les données les plus récentes nous montrent d'ailleurs que la vague de Micron a été sans doute plus forte même qu'anticipée. On le mentionnait il y a 2 semaines, on annonçait qu'il y avait probablement au moins 2 millions de Québécois, sinon un peu plus, qui avaient eu contact avec la COVID. Les données d'aujourd'hui nous révèlent qu'on est probablement plus près du 3 millions que du 2 millions. En effet, il y a des études qui ont été faites depuis, des études sérologiques, des études également faites par des experts qui modélisent l'évolution de notre situation épidémiologique et on est en mesure de confirmer qu'on s'approche, sinon on atteint, le 3 millions de Québécois. Et on peut faire ça à partir justement des hospitalisations qui sont calculées à tous les jours, vous le savez bien, et qui nous permettent d'inférer sur le nombre de cas réels que nous avons dans notre communauté. Et ce n'est pas très étonnant avec les commentaires qu'on reçoit de la part des cliniciens, des gens dans les milieux, évidemment, d'expertise épidémiologique, et aussi des citoyens qui, lorsque vous regardez vous-même ceux qui ont été infectés autour de vous, vous-même, vous calculerez que c'est certainement au moins le tiers des Québécois qui se seront retrouvés avec cette maladie. Alors aujourd'hui, on aimerait mieux, ou plutôt on souhaiterait se concentrer sur la question des enfants au primaire et au secondaire, où est-ce qu'on observe aussi une diminution, comme je le mentionnais, de l'incidence de l'infection au quotidien. Alors, nos données hospitalières sont toujours rassurantes. Il n'y a pas beaucoup de cas chez les enfants qui se retrouvent à l'hôpital, donc c'est très rassurant, en effet, particulièrement chez nos adolescents qui sont très bien vaccinés. Et on continue la vaccination auprès des enfants d'âge primaire. Et comme vous le savez, nous n'avons pas de vaccination à ce jour, bien sûr, pour les enfants plus jeunes, donc nous n'en sommes pas là du tout. Alors, d'ailleurs, en ce qui concerne l'infection chez les enfants, on a des données nouvelles qui ont été pilotées par le docteur Caroline Quach, en compagnie de d'autres chercheurs et médecins et spécialistes émérites, donc docteur Christian Renaud, et docteur Vallière Desforges, qui nous ont donné des résultats des plus intéressants au cours de la fin de semaine. C'est une étude qu'on avait demandée avec leur forte contribution scientifique et qui nous permettent de voir qu'il y a probablement un 35-40%, en fait plus encore, d'enfants qui auraient été en contact avec la COVID-19 au cours des dernières semaines, des derniers mois. Ça ne nous permet pas d'être parfaitement précis sur combien ils l'auront eu durant les dernières semaines avec le Micron, mais ça nous révèle suffisamment d'informations pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'infections et en toute vraisemblance beaucoup avec le Micron récemment. Et que ces données-là nous montrent qu'il y a une progression. On n'est pas capable de confirmer avec les modèles très sécures qu'on veut utiliser là, sur le plan des données, des processus méthodologiques, qu'il y a une forte augmentation depuis quelques semaines, mais en toute vraisemblance, on s'attendrait à ce que ce soit surtout de l'Omicron. Et ce qui nous permet de dire que ça varie aussi d'un groupe d'enfants à l'autre, les moins de 6 mois, les 4 à 10 ou 11 ans, les 12 ans et plus. Alors, vous pouvez retrouver tout cela sur le site de l'hôpital Sainte-Justine. C'est bien expliqué et on voit quand même qu'il y a certainement eu une présence très forte de l'Omicron dans la communauté des enfants et donc de leurs parents. Alors, toutes ces données-là nous montrent que le milieu scolaire a été actif. Bien sûr, les enfants pour apprendre des choses à l'école
mais pas nécessairement pour transmettre le virus d'un à l'autre. Ça reflète plus ce qui se passe dans la communauté que ce qui se passe à l'école. Alors, comme vous l'avez constaté, depuis un certain nombre de semaines, on a amorcé un retour à la normale globalement, et en particulier pour les enfants, en permettant bien sûr le retour à l'école, les activités parascolaires, les activités sportives pour les enfants en milieu civil. Et aujourd'hui, ou plutôt hier, le gouvernement a, en suivi de notre recommandation qu'on a formulée lundi, a annoncé le retrait de l'obligation du port de masque pour les classes du primaire et du secondaire lorsque les enfants sont assis dans la classe. Donc, bien sûr, ce n'est pas pour l'ensemble du paysage scolaire. Ils vont continuer à porter le masque lorsqu'ils se déplacent dans les corridors, lorsqu'ils vont à leurs activités physiques, lorsqu'ils font des activités parascolaires ou même sportives, là, on l'a bien établi et recommandé. Mais quand ils sont assis dans la classe, on pense que ce ne sera plus nécessaire de le porter à compter du 7 mars prochain. Donc, un bon nombre d'entre eux quitteront dans quelques jours pour une vacance scolaire. Et dès leur retour, le 7, ils pourront ne pas utiliser le masque lorsqu'ils seront dans la classe. Et pour un autre nombre, ils quitteront le 4 mars, c'est-à-dire il y a 2 semaines de congé scolaire. Et quand ils reviendront, bien sûr, ils ne le porteront pas. Ils vont revenir à ce moment-là le 14 mars. Alors, on s'est permis de proposer ça parce que l'évolution de la 5e vague va dans le bon sens, vous l'avez vu. Nous sommes assez assurés aussi que le milieu scolaire se porte bien. Vous avez entendu les données au niveau des hospitalisations, qu'on n'est pas très inquiet de ce côté-là. C'est possible qu'il y ait toujours des cas. C'est non seulement possible, c'est évident qu'il y a toujours des cas. Mais nous croyons que la situation nous permet d'aller plus loin pour la question du port du masque chez les enfants, puisque nous avons eu l'opportunité de consulter de nombreux spécialistes, les pédiatres, les orthophonistes, les audiologistes, les psychologues, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, également les conseillers en orientation. Alors, on a fait le tour là, de toutes ces personnes-là et on a également rencontré les représentants des parents et bien sûr du ministère concerné pour faire part de notre recommandation de retirer le masque et d'y voir là un avantage, bien sûr, pour les enfants et également certains risques. Ces risques-là sont calculés. Nous les connaissons, un risque d'infection qui peut être un peu plus augmenté, mais nous croyons vraiment qu'il y a plus de bénéfices à ce stade-ci de retirer le masque. Et des bénéfices qui vont dans le sens de faciliter la vie scolaire des enfants, leur socialisation, leurs apprentissages. Et pour un bon nombre, ils ont des difficultés de langage et bien sûr, porter le masque n'est pas un atout. Alors, si on pouvait commencer à retirer le masque, c'était la clientèle qu'on visait au premier plan. Et là-dessus, le leadership du Dr Hainaut est à souligner pour aller chercher tous les avis scientifiques qui corroborent cette disposition-là. Alors, comme je vous dis, c'est un risque qui est calculé, qui est maîtrisé, puis qui va dans le sens de la protection de nos enfants, comme nous souhaitons l'avoir sur tous les volets de leur développement et, comme je le mentionnais, de leur socialisation. Alors, le port du masque demeure très efficace. Il a été et il est toujours très efficace, mais les élèves devront, comme on le mentionnait, continuer de le porter lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils prennent le transport scolaire également. Alors, on suit la situation de très près. On va continuer à la suivre, bien sûr, dans ce milieu-là. Et s'il y a d'autres assouplissements qui peuvent s'ajouter au cours des prochaines semaines, alors on va certainement les recommander. Et donc, c'est à suivre. D'ailleurs, la situation, comme je le mentionnais, évolue bien. Aujourd'hui, on a les données les plus récentes de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui projette encore une continuation des diminutions de nouveaux patients et de l'utilisation des lits. Ce n'est pas quelque chose qui est réglé, on l'a mentionné. Ça va continuer pendant encore de nombreuses semaines. On a eu l'occasion également de rencontrer les experts en modélisation, les gens de l'Institut national de santé publique, et des données seront rendues disponibles au cours des prochaines journées à cet effet. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été infectées, mais qu'il est vraisemblable de croire que la vague n'est pas terminée, qu'on va continuer à aller soit sur une pente descendante ou sur de légères augmentations. En fait, ça pourrait être aussi plus grave. Là, ça dépend du comportement de chacun. Donc, pour cela, il faut rester vigilant, y aller graduellement, y aller prudemment, que les personnes qui n'ont pas encore bénéficié de leur dose de rappel
y aillent la chercher. Même si on a des bons taux de vaccination chez les personnes plus à risque de 60 ans, tout le monde pourrait en bénéficier parce que personne ne veut vraiment faire cette maladie-là et se retrouver avec des problèmes plus lourds et encore aussi la COVID longue. Alors, il y a une question d'étapisme. On est rendu là aujourd'hui et on est bien heureux d'y être justement. Alors, on est prêt à répondre à vos questions et espérer que le paysage va continuer à bien aller. Merci. Merci beaucoup, Dr. Boileau. Nous allons passer maintenant à la période de questions en français avec les médias dans la salle. Merci de vous approcher au micro et de vous nommer. Bonjour, Jean-Louis Bordelot du Devoir. Je veux vous questionner un peu, M. Boileau, sur le retrait du masque dans les écoles. Est-ce que ça va être juste les enfants ou les enseignants aussi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de propagation du virus durant la semaine de relâche? Oui, bien, regardez, c'est un risque qui n'est pas bien calculé. Il y a effectivement un potentiel de contagion pour les enfants entre eux plus grand dans la classe lorsqu'ils ne portent pas de masque. Mais jusqu'à maintenant, il y a d'abord beaucoup d'enfants au niveau secondaire à tout le moins qui sont vaccinés, énormément vaccinés. Les données d'ailleurs de l'équipe du Dr Caroline Quach nous montrent que c'est à peu près 97-98% qui ont une immunité capable de confronter une infection virale. Et pour les autres, ce n'est pas nécessairement une route d'une maladie grave. Pour les plus jeunes enfants, on en a 43% aux primaires qui auraient été en contact déjà avec le virus, sans compter ceux qui sont déjà vaccinés. Donc, c'est un calcul qui est fait, qui nous permet d'être confiants qu'il n'y aura pas d'augmentation brutale et très forte du niveau de contagion, mais on va suivre la situation. Le congé scolaire est une période qui a été à haut risque il y a 2 ans. Là, on se souvient tous, quand on a commencé la première vague, de l'effet du retour de la relâche scolaire. Pour les adultes, pas juste pour les enfants. Et on est conscient qu'au retour, il pourrait y avoir eu plus de contagion pendant cette semaine-là, mais nous calculons tout ça. Et je vous rappelle aussi qu'à la consultation des experts que nous avons eus, ils nous invitent à ne pas faire ça du jour au lendemain, à avoir une période tampon pour les enfants qui vont leur permettre de changer cette habitude-là et profiter du congé scolaire est une bonne chose. En plus que le congé scolaire va se présenter pour une partie des Québécois un peu plus tard, donc la semaine prochaine plutôt que cette semaine. Et dans les régions, justement, où c'est pour une partie, la vague est un petit peu retardée d'une semaine, donc on a tout tenu en compte ces éléments-là. Maintenant, pour les professeurs, nous n'invitons pas les professeurs à ce stade-ci à retirer le masque. Toutefois, comme vous le savez, les professeurs peuvent enseigner sans le masque lorsqu'ils sont à distanciation de leurs élèves, à 2 mètres. Et plusieurs le font, et tant mieux, parce que l'expression du visage est quelque chose d'important pour les enfants dans l'apprentissage et mieux comprendre les mots, entendre ce qui se dit. Donc, on est rassuré de ce côté-là. On apprenait aussi ce matin que le port du masque ne sera plus recommandé sur les lieux de travail. Est-ce qu'on peut envisager une fin du masque partout à court ou moyen terme? On y pense sérieusement. Je pourrais laisser ma collègue, Dr Reynaud, répondre d'une façon plus spécifique à la question. Oui, on travaille actuellement un plan de désescalade de port du masque. Alors, la première étape, vous la voyez, là, qui est annoncée pour le 7 mars pour les enfants, parce que pour les enfants, il y avait plus d'impact au port du masque. Et ensuite, on ira là, selon le niveau de risque. Et le niveau de risque est moindre quand les gens sont assis, ne se déplacent pas et quand ils parlent pas ou peu. Donc, dans les endroits où les gens sont assis, comme dans les salles de spectacle, les salles de réunion, où ils parlent peu, à ce moment-là, ça pourrait être une étape subséquente. Pour ce qui est des lieux publics, ça viendrait dans une autre étape, de même que les transports en commun, là, où on peut s'attendre que ce soit vraiment le dernier endroit où le masque sera enlevé. Merci beaucoup. Prochaine question dans la salle? Non? Alors, oui. Oui, allez-y. Bonjour, Clara Descournages de la presse canadienne. Aujourd'hui, on est quand même positif, on est optimiste, ça baisse tranquillement. Par exemple, c'est pas la première vague qui finit alors qu'il y a une autre qui s'en vient. Fait que je voulais savoir, est-ce que vous avez des plans de justement faire des plans publics de qu'est-ce que ça va prendre pour ramener les mesures si une autre vague s'en vient?
Bien sûr, on a une expérience qui commence à être riche là, au Québec sur ces différentes vagues-là. On n'est pas le seul endroit au monde, mais cette expérience-là nous permet de dire qu'on ne peut pas être sûr à 100% de la suite des choses. Il peut y avoir d'abord un autre variant. Il y en a d'autres d'ailleurs qui se profilent, mais nous sommes assez confiants que l'actuelle vague pourrait continuer à bien aller. Puis si vous nous permettez, on va regarder plus attentivement ce qui peut se passer dans un futur proche, certains diront, ou éloigné de quelques semaines, quelques mois. Espérons que ça va être le plus loin possible avant qu'il y ait une reprise d'activité de l'Omicron ou de d'autres variants. Mais on se prépare à ça et on est très vigilant pour regarder ça avec les meilleures données scientifiques et la meilleure façon d'aborder ça aussi sur le plan sociétal. Parfait, mais est-ce que les Québécois pourraient avoir, par exemple, une idée à l'avance, mettons, comme une liste de paramètres qui déclencherait une hausse des mesures pour savoir, en fait, à l'avance si c'est quelque chose qui risque de remonter tout seul? Excusez-moi. Ça n'a rien à voir avec le micron. Hein. Non, mais ça s'inscrit bien dans la conversation. Mais le point, c'est que oui, on travaille là-dessus. Puis on travaille là-dessus pas juste pour l'ensemble des Québécois, mais pour l'ensemble des morceaux de la société qui doivent anticiper ou en tout cas mieux réagir ou d'une façon plus progressive s'il y a lieu ou très rapide s'il y a lieu, advenant des situations qui pourraient l'exiger. Le L'Omicron est arrivé en toute surprise. Il y a des gens qui vont dire, on pouvait anticiper que quelque chose comme ça arriverait. Oui, puis aujourd'hui, on le sait aussi qu'il peut y avoir un autre nouveau variant avec des caractéristiques qu'on ne connaît pas, là. Mais il faut savoir comment gagner en agilité pour prendre les actions les plus justes, les plus raisonnables, les plus acceptables aussi, pour pallier à ça. L'Omicron nous a surtout frappé sur le système de santé. Malheureusement aussi, il y a des gens qui ont été très malades et d'autres qui en sont décédés. Donc, il faut éviter ça. Mais les armes les plus utiles en ce moment, et de loin, c'est la vaccination et les mesures de base, distanciation, lavage des mains et utilisation du masque. Donc, on a déjà de très bonnes armes de ce côté-là, mais la vaccination, très importante. Voilà. Merci beaucoup. On va poursuivre en virtuel maintenant en français toujours. Donc, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, vous disiez, Dr Boileau, tantôt, 3 millions depuis 3 mois. Est-ce qu'on approche de la fameuse immunité collective? On s'approche d'une immunité, évidemment, qui croît avec la contagion de l'Omicron et aussi de la vaccination chez les gens qui veulent bien en bénéficier. Et c'est la majorité des Québécois, la grande majorité, et tant mieux. Est-ce qu'on arrive à une situation où est-ce qu'il y a une immunité collective dans les prochaines journées ou semaines? Non. Le virus continue à circuler. Il va pouvoir continuer à circuler puisque l'immunité acquise par la vaccination, tout comme par l'infection de l'Omicron, n'empêche pas le virus de circuler. Et donc, il ne s'empêche pas de continuer à circuler. Les gens ne sont pas immuns à pouvoir reprendre le virus, mais de là à faire une nouvelle infection, une infection qui est cliniquement significative, certainement pas s'ils sont bien vaccinés ou s'ils ont malheureusement ou heureusement pour certains eu l'infection. Mais on n'est pas près de ça. Et de toute façon, cette immunité-là, ce que nous savons maintenant avec les coronavirus, c'est qu'elle diminue avec le temps. Donc, c'est pas parce qu'on aurait eu 100% de la population immunisée ou infectée que ça va perdurer dans le temps. Alors, on ne connaît pas les autres qui peuvent arriver, les autres variants, mais chose certaine, c'est que c'est bon d'avoir cette immunité puisqu'elle sert de base pour se confronter aux autres étapes qui pourraient suivre dans l'évolution du SRAS-COVID-19. En seconde? Oui, justement, sur la vaccination, corrigez-moi si j'ai mal saisi, mais là, cette semaine, vous recommandiez la vaccination des 12-17 ans, seulement ceux qui sont vulnérables, qu'on n'aurait plus besoin. Une troisième dose pour les adolescents, ce n'est pas vraiment nécessaire. Est-ce que c'est ça? Oui, ce qu'on a fait la semaine passée en image avec les recommandations du CIQ, le Comité d'immunisation du Québec, nous proposait, c'est qu'on a bien sûr suggéré aux enfants qui ont des maladies particulières et qui ont des immunosuppressions de profiter d'une dose de rappel. Ça va de soi pour nous. Et pour ceux qui n'ont pas ce profil-là, si les parents ou eux-mêmes souhaitent
profiter de l'immunité qui est donnée supplémentaire par une dose de rappel, ils peuvent y aller. Il y a des situations qui le commandent, par exemple des enfants qui ont des parents qui sont plus préoccupés parce qu'ils ont des maladies eux aussi. Alors, c'est pas une mauvaise chose à ce moment-là d'aller chercher la vaccination des parents ou des grands-parents. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent chercher cette troisième dose-là, et tant mieux. Mais ce n'est pas une recommandation ni une obligation, ça va de soi. C'est pas une recommandation ferme, mais c'est un choix qui peut être fait par les parents et les enfants. Merci. Prochaine question, Alain Laforêt de TVA. Bonjour à vous. Poursuivons sur la vaccination, si vous voulez bien, Dr. Boileau. La troisième dose, c'est assez souple. Il y a seulement 50 de la population globale qui a, et le groupe qui est le moins vacciné, les 60 ans et plus, ça va, c'est le 19-35 ans. Avez-vous une inquiétude du fait que les gens retardent d'aller se vacciner, compte tenu que vous dites qu'on est au pic à peu près au niveau de la deuxième vague? S'il y a un nouveau variant qui arrive et que la population n'est pas vaccinée, c'est quoi l'impact que ça risque d'avoir? Bien, en fait, c'est sûr qu'on souhaiterait que les gens tirent tous les avantages de ces doses de rappel. Tous les services sont disponibles pour les offrir et pardon. Et ça va de soi qu'on est très heureux que les personnes de plus de 60 ans aient tiré bénéfice beaucoup de cette dose de rappel. Donc, on a déjà 84-85% entre 60 et 70 ans et on est à tout fin utile à 90% en haut de 70 ans. Donc, ça, on est très content de ça parce que ces gens-là ont plus de risques de développer une maladie grave et de les amener à l'hôpital, même aux soins intensifs ou pire encore. Mais on a des cas à toutes les journées, à toutes les semaines, des gens qui sont plus jeunes, même des fois très jeunes, malheureusement la plupart du temps non vaccinés, qui se ramassent à l'hôpital et aux soins intensifs et certains malheureusement vont en décéder. Alors, évidemment, on suggère aux gens de tirer tous les avantages de la vaccination. Est-ce que ça nous prépare à une autre vague? Oui, et en même temps, nous ne croyons pas qu'il va y avoir une autre vague immédiatement. Alors, si les gens veulent attendre, d'abord pour ceux qui ont fait l'infection, et de profiter de cette vaccination-là pour dans 8 semaines au moins ou 3 mois, qu'ils le fassent. Mais notre suggestion d'aller chercher, notre recommandation plutôt, d'aller chercher l'immunité par la vaccination tient toujours et on le recommande fortement. Il y aura un paysage qui sera évolutif au Québec ou sur la planète Terre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est certainement un encouragement qu'on maintient, qu'on suggère pour tous les adultes au Québec. En seconde. L'espoir se crée lorsqu'on voit qu'est-ce qui s'en vient. Là, vous nous avez parlé du retrait du masque. Est-ce qu'on peut avoir un horizon? C'est fin mars, c'est avril, selon vos projections, parce que vous nous dites, on sait que dès la semaine prochaine, on pourra enlever le travail si on bouge pas trop. Mais dans la population en général, votre recommandation, vous croyez que le masque disparaît quand? Là? On travaille là-dessus. Je peux inviter ma collègue, docteur Renaud, docteur Renaud, à compléter la réponse, mais on travaille là-dessus. On n'a pas de calendrier arrêté là, pour le moment parce que on veut se donner une petite chance d'observer les impacts de nos assouplissements. On sait que d'ici le 14 mars, là, ça succède rapidement, nos assouplissements. Donc, on veut doser les impacts sur les hospitalisations. Si tout se passe bien, puis on a des modélisations qui nous montrent que, malheureusement, ça pourrait se passer extrêmement rapidement, mais ça pourrait prendre quelques semaines de plus. Alors, on ajustera le calendrier de retrait des masques en fonction de la capacité hospitalière. C'est pas impossible que ça aille très rapidement, mais on veut, par prudence, regarder ce qui se passe dans nos hôpitaux avant de procéder là, à une annonce de calendrier ferme. Merci. Il faut rester prudent et le masque est très efficace. Et avec la levée des mesures actuelles, comme Dr. Renaud vient de le dire, il faut rester prudent, utiliser le masque comme on le recommande, parce que ce n'est pas terminé. La vague n'est pas terminée et il ne faut pas qu'on lâche tout d'un seul coup. C'est trop important. Merci. Oui, Dr. Renaud. J'aimerais ajouter qu'on essaie aussi là,
que les gens acquièrent, comme nous-mêmes, là, de bonnes habitudes d'étiquette respiratoire, de politesse, là, comme ça se fait dans d'autres sociétés, où quand on a des symptômes respiratoires, ben on met un masque quand on sort. Et on voudrait que cette acquisition de bonnes manières respiratoires se fasse aussi là, pendant le déconfinement. On s'est tous vantés, moi la première, là, d'aller travailler malade avec de la fièvre. Là, ben, j'espère qu'on va changer ces habitudes-là, puis qu'on aura appris qu'on peut prévenir la transmission, puis protéger notre milieu là, en restant à la maison, puis en portant un masque quand on sort. Merci beaucoup. Prochaine question, Simon Bourassa, de nouveau. Oui, bonjour. Dr. Boileau, êtes-vous en mesure de nous faire une petite mise à jour là, sur la circulation du variant BA2? Oui, nous avons, en fait, c'est assez compliqué la circulation du variant BA2 puisque les technologies pour aller l'identifier, même si elles sont connues, sont complexes. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement quelques pourcents de personnes qui, au Québec, ont le BA2. Donc, ils s'installent. À quelle vitesse progresse-t-il? Nous n'avons pas un indice d'une croissance très rapide. Par contre, les prochaines semaines vont nous montrer progressivement, ce ne sera pas à chaque jour, mais à chaque semaine, on va suivre ça. On est probablement actuellement en bas de 5% de BA2. Nous avions des façons de l'identifier qui nous laissaient croire qu'on en avait plus que ça. Mais lorsqu'on pousse encore plus loin, comme les autres provinces du Canada font la même chose que nous, on réalise qu'il est présent, mais que son augmentation n'est pas exponentielle en ce moment. C'est un sujet qui nous préoccupe puisque le BA2 reste jusqu'à maintenant documenté comme plus contagieux, pas nécessairement plus virulent ou plus mortel, mais plus contagieux. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à être prudent, à utiliser le masque et à faire en sorte que nous profitions de la vaccination. En sous-question? Oui. Est-ce que l'idée voulant que de contracter le virus après avoir reçu 2 doses de vaccin pour faire une meilleure immunité que la 3e dose en tant que telle peut expliquer le fait qu'il y a une tranche d'âge là, qui est plus frileuse à aller chercher sa 3e dose? Ben écoutez, si les gens disent j'aime autant trouver une façon d'être infecté plutôt qu'à aller chercher la 3e dose, c'est une façon de voir, mais c'est une façon qui présente pas mal plus de risques. Parce que faire une COVID, là, c'est pas nécessairement toujours une petite maladie. Ça peut être grave, ça peut nous amener à l'hôpital, aux soins intensifs, ça peut nous tuer. Puis ça peut aussi générer des conséquences à long terme ou longtemps. COVID longue, c'est pas pour rien qu'on dit longue, c'est lourd, c'est difficile. Donc, s'il y en a qui font ce choix-là, c'est le leur, mais nous, on continue à recommander d'aller chercher tout le bénéfice de la vaccination. Pour ceux ou celles qui ont déjà contracté le Micron et ils ne sont pas uniques, on a parlé tantôt d'à peu près 3 millions de personnes, bien, il n'est pas nécessaire d'aller chercher leur vaccination immédiatement, comme c'est connu. Ils peuvent attendre quelques 8 semaines, 12 semaines pour en profiter, mais qu'ils en profitent. Merci. Prochaine question, Henri Ouellette-Vézina de La Presse. Oui, bonjour à vous deux. Monsieur Boileau, peut-être juste revenir sur les données que vous avez données tantôt, là, entre 35 et 40% des enfants là, qui ont déjà été en contact avec la COVID-19 dans les dernières semaines. À quel point cette donnée-là, vous direz, vous conforte ou vous rassure dans le fait que le retrait du port du masque va se faire de manière adéquate? En fait, ce sont des données importantes qui viennent nous confirmer qu'il y a eu beaucoup de circulation de l'Omicron chez les enfants. Ces données-là varient d'un groupe d'âge et puis ça ne nous surprend pas parce que les enfants qui étaient du côté secondaire étaient en grande partie vaccinés. Donc, le fait d'avoir certains types d'anticorps, là, on appelle ça des immunoglobulines, d'avoir un certain type d'anticorps qui est moindre que ce qu'on va retrouver chez les enfants de 5 à 11 ans, ça ne nous surprend pas. Et donc, pour nous, l'indice qui est important, c'est celui du 5 à 11 ans. Là. Les autres le sont aussi, là, mais là, on parle de 43% qui auraient eu un contact avec le virus SARS-CoV-19 dans les nombreux derniers mois. Là, ça peut aller jusqu'à 1 an, mais surtout, sans doute, en toute vraisemblance, plus la phase d'Omicron qu'avant. Alors ça, c'est un gros chiffre et il est jusqu'à la fin du mois de janvier.
C'est pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça a continué du 1er février jusqu'à aujourd'hui et ça va continuer. Donc, on le sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été infectés déjà. Alors, à votre question, oui, c'est une donnée importante pour justement estimer le risque de contagion chez les enfants en milieu scolaire, même s'il reste encore des enfants vulnérables et des familles vulnérables. Donc, c'est pour ça qu'on n'enlève que dans la classe et on ne l'enlève pas dans toutes les autres activités. Et dans la classe, on est assis, on ne se promène pas. Si on est appelé à se promener, on porte le masque. Et avec ça, on sécurise une bonne partie de la transmission. Mais le masque a été très efficace dans la classe. Les données nous le montrent. Regardez l'évolution, où est-ce qu'on est rendu. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Mais on est rendu à une étape où le bénéfice commence à être moins bon que les risques qui sont associés. C'est ce que nous parlions pour les enfants qui ont de la difficulté d'apprentissage, les troubles de langage, etc. Il ne faut pas négliger ça. En sous-question? Oui, merci. En sous-question, peut-être juste revenir sur votre déclaration à l'effet que vous ne croyez pas qu'il y aura une autre vague immédiatement. Cette vague-là, elle viendrait quand? Est-ce qu'elle viendrait à l'automne ou des choses comme ça? Et quand on y sera rendu, et si on s'y rend à cette autre vague-là, à quel point l'effort de vaccination va devoir s'adapter ou repartir assez rapidement? Nous ne croyons pas qu'il y ait, avec l'Omicron actuellement, une nouvelle vague. Il y a un risque avec le BA2, il y a un risque. Mais nous ne croyons pas qu'il va se matérialiser puisqu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont connu l'infection et d'autres qui sont très bien immunisées. Et l'immunité actuellement est aussi bonne pour le BA2 que pour le BA1, peut-être même meilleure. Mais donc, on a des données qui sont de ce côté-là rassurantes. En même temps, on ne sait pas ce que le paysage va nous donner, là, le futur. Comme je le disais, là, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un astéroïde avec un nouveau nom grec qui nous tombe dessus sur la planète, là, pas juste au Québec. C'est ce qui est arrivé avec le Omicron. Ça, on ne le sait pas. Personne ne sait ça. Tous les radars sont là-dessus toujours pour essayer de voir arriver et de pouvoir nous permettre d'agir rapidement. Maintenant, si le Omicron continue à être présent, ou même le BA2, comment va-t-il se profiler au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Nous avons espoir, avec l'immunité acquise par l'immunisation ou même par l'infection pour certains qui ont été infectés, pour plusieurs qui ont été infectés, que ça devrait durer quand même de nombreuses semaines, plusieurs mois. Et il est possible donc, au terme de l'évolution de l'année, que ce soit à la fin de l'été ou plus tard à l'automne ou l'hiver prochain, que nous ayons une recrudescence des cas. Mais on saura s'y préparer comme il faut et proposer les bonnes mesures à ce moment-là, et en particulier la vaccination et bien sûr les mesures toujours de mise, là, la distanciation, le masque, et on verra. Prochaine question, Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais revenir à l'estimation que vous avez évoquée plus tôt là, de 3 millions de personnes infectées plutôt que 2. Vous avez évoqué des études. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Il y a combien de ces études? Elles ont été menées où? Par qui? Si vous pouvez nous donner plus de contexte, là, c'est un changement d'ordre de grandeur quand même important. Oui, tout à fait. Les études, d'abord, sérologiques qui ont été menées par l'équipe experte de l'hôpital Sainte-Justine sont un atout considérable pour ce calcul-là. Elles nous ont révélé ces données-là. Elles nous ont été révélées là, durant le week-end. Donc, on a bien pris connaissance de ça, parlé avec les experts qui les ont menées et les autres experts qui sont mobilisés pour faire ces analyses-là, d'une part. D'autre part, également, la modélisation mathématique faite avec l'appui de l'Université Laval, d'un groupe d'études surspécialisées dans le domaine, avec l'Institut national de santé publique, ont suivi l'évolution de la courbe de cas. Et avec les hospitalisations telles qu'elles se profilent actuellement, considérant qu'il n'y a pas eu une réaugmentation des hospitalisations au cours des dernières 2 semaines, c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, en particulier, qui avait été infecté. Alors, on est capable de remodéliser ce qui est arrivé en termes de nombre de cas. Et ces données-là nous sont arrivées lundi, confirmées ce midi, où on parle pour la grande région de Montréal d'un chiffre que nous ajustons pour l'ensemble du Québec, et ça nous donne entre 2,5 et 3 millions de personnes. Donc, on progresse vers le 3 millions, et ça, c'est jusqu'à maintenant. Mais la vague n'est pas terminée. Il y aura d'autres cas, il y en a d'autres aujourd'hui. Donc, on va continuer.
Et ce n'est pas un objectif là, d'augmenter le nombre de cas. L'objectif, c'est de les réduire. Donc, pour réduire le fardeau sur nos hôpitaux, on a toujours, comme vous l'avez entendu, exactement le même nombre aujourd'hui que ce que nous avions au pic de la vague numéro 2. Donc, on n'est pas sorti de la situation hospitalière. Ça va mieux, mais on n'est pas sorti. Donc, il faut rester prudent, il faut rester aussi capable comme société d'évoluer avec le côté graduel dont on a déjà parlé. Et c'est pour ça que les mesures s'étendent encore pendant 3 semaines. En seconde? Bien, 3 semaines, là, 2 semaines et demie. En ce qui concerne la troisième dose, il y a eu quelques questions précédemment. On a bien compris que vous invitez tous ceux qui sont admissibles à obtenir cette troisième dose-là. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de mettre en place une espèce de stratégie plus proactive? Parce qu'on voit les chiffres stagner depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Dans le cas de la première dose, le ministre Carman a annoncé des initiatives pour aller rejoindre les gens, pour augmenter la proportion de gens recevant une première dose. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir une stratégie semblable ou enfin une stratégie adaptée pour la troisième dose spécifiquement, le compte tenu qu'il reste quand même beaucoup de gens qui ne l'ont pas obtenue? Oui, L'expert. l'initiative du docteur Carman avait pour objectif, effectivement, là, de rejoindre des gens qui n'avaient jamais été vaccinés, mais aussi de donner des deuxièmes et des troisièmes doses. Il est certain que le nombre de personnes qui ont été infectées avec Omicron actuellement là, fait qu'on pense que des gens retardent là, la prise de rendez-vous. Mais il y a des occasions qui vont se présenter bientôt. J'en discutais avec des autorités là, de l'enseignement supérieur ce matin. Il y aura possibilité là, d'avoir des cliniques de relance au mois de mars ou après quand on aura dépassé là, la période des 3 mois post-infection à Omicron. Et ça sera certainement envisagé. De plus, à l'automne, il est envisagé actuellement là, de faire une relance là, avec le retour non seulement en classe, mais aussi à l'intérieur là, au mois d'octobre. Merci. Prochaine question. Benjamin Aubert, Journal Métro. Oui, bonjour. Selon les différentes vagues, on a vu que le virus circulait davantage dans certaines régions. Et ce matin, la Dr Drouin parlait de 1 million de cas à Montréal même. Est-ce que vous envisagez là, le retrait du masque? Envisagez-vous de le faire par région? Je crois que l'actuelle évolution nous montre que c'est probablement plus qu'1 million à Montréal. Le Dr Drouin est bien au fait de la situation de sa grande région. Mais les données que nous avons eues aujourd'hui n'ont pas encore été partagées. Ça va se passer à 16 heures cet après-midi. Donc, elle était pas au fait là, des tout derniers calculs que nous faisions. Toutefois, elle a raison. Il y en a eu beaucoup à Montréal et c'est une situation qui est différente souvent entre Montréal et le reste du Québec. Mais l'Omicron, c'est partout. C'est dans toutes les régions. C'est partout au Québec. Alors, les mesures, on est capable de les prendre d'une façon adaptée à l'ensemble de la situation du Québec dans la progression que vous avez annoncée, qu'on vous a annoncée plutôt. Donc, il n'y aura pas, pour l'instant, de variation d'une région à l'autre. Ce n'est pas envisagé comme ça. En sous-question? Et concernant la vaccination, il y avait une étude de l'INSPQ ce matin qui nous disait que 42% des Québécois qui étaient doublement vaccinés n'ont pas l'intention d'aller chercher leur troisième dose. C'est quand même beaucoup. Là. Comment vous expliquez qu'il y avait une adhérence forte pour la première, la deuxième dose, mais que là, présentement, il y a 42% des Québécois qui disent « non, on n'ira pas ». Peu importe ce qu'on fait. D'abord, il y a beaucoup de personnes qui ont été infectées déjà. Là. Vous l'avez entendu avec les chiffres qu'on a donnés. Beaucoup de ces personnes-là ont eu une expérience d'infection à l'Omicron dans les dernières semaines et quelques 2 derniers mois ou 3 derniers mois. Et on comprend aussi qu'ils sont moins enclins à aller chercher la vaccination, là, puisque le bénéfice n'est pas immédiat là, quand on va chercher la vaccination, quand on vient d'avoir la COVID. Il faut attendre 8 à 12 semaines. Donc, d'une part, ça peut expliquer ça. L'autre part, c'est que c'est pas une surprise pour nous. Dans toutes les communautés à travers le monde, lorsque les cas sont en baisse, l'intérêt pour la vaccination baisse en même temps. Donc, pour nous, ça ne nous surprend pas. C'est pas quelque chose que nous souhaitons, mais ça ne nous surprend pas. Alors, on n'est pas non plus extrêmement inquiets. Les données vont dans le bon sens et ceux qui doivent bénéficier vraiment
plus que d'autres de la vaccination, vont la chercher. Mais il reste toujours des gens qui sont susceptibles de l'avoir ou de la réavoir, parce qu'il y en a qui ont eu du Delta des fois avant, ou en tout cas des infections au cours des 2 dernières années. Donc, il ne faut pas négliger l'importance de ça. C'est quelque chose sur lequel il faut toujours revenir. Les mesures de base et la vaccination. Merci. Prochaine question, Mélanie Meloche-Olubowski de Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, au Royaume-Uni, il y a plusieurs écoles qui ont recommencé à imposer le port du masque parce qu'il y avait une hausse des cas. Qu'est-ce qui fait qu'on va être différent ici? Après tout, il y a beaucoup de jeunes encore qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Il va y avoir la relâche scolaire, on va avoir plus de contacts. On fait face à Omicron qui est très contagieux. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être différent de ce qui se passe ailleurs? J'invite Dr. Reynaud à vous répondre. Oui, bien, dans la majorité des écoles au Royaume-Uni, il n'y a pas de masque actuellement. Au Royaume-Uni, on a cessé brusquement toutes les mesures. On les a arrêtées. On a vu là, les gens retourner sans masque dans les pubs. Vraiment, toutes les mesures ont été abolies en même temps. Et c'est sûr que nous, notre approche est beaucoup plus progressive. On y va tranquillement. On dose nos assouplissements. Et c'est pour ça qu'on croit vraiment qu'on ne se rendra pas là, dans ces extrêmes-là. Ceci dit, il y a des pays qui n'ont jamais imposé le masque aux enfants, qui ont bien contrôlé leur épidémie. Donc, c'est un ensemble de mesures qui font que la transmission est contenue. Et les pays scandinaves ont montré que ça ne passe pas nécessairement par l'imposition du masque à l'école. En seconde. Et vous dites aussi qu'une des raisons pour laquelle vous allez retirer le port du masque dans les écoles, c'est pour aider avec le développement des enfants, s'assurer que leur développement ne soit pas affecté. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Qu'est-ce qu'on a comme études qui démontrent que le port du masque affecte le développement des enfants? Oui. Alors, on a été alertés là, par l'Ordre des orthophonistes audiologistes vous pouvez aller sur leur site d'ailleurs si ça vous intéresse. Ils ont publié une recension des écrits là, sur le masque et les troubles de langage. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, qui ont aussi des troubles de langage associés. Et ce que les orthophonistes nous disent, c'est que les enfants qui portent le masque cessent de parler et que c'est nuisible là, à leur développement. Il y a aussi des enjeux que les psychologues nous ont rapportés qui apparaissent aussi dans les recensions d'écrits, de plus grandes difficultés de socialisation, des enfants qui seraient plus timides, qui hésiteraient davantage à parler avec un masque. Ceci dit, je pense que les études là, qui vont faire le point définitif sur la question sont encore à venir. On pense que la plupart des enfants auront bien vécu cette période, mais pour des enfants plus vulnérables qui avaient des troubles de langage, ça aura probablement été plus difficile. Alors, il faut que le port du masque soit durant la période la plus courte possible. Et le masque a été efficace. Il est toujours très efficace. Il a été efficace pendant cette période très forte d'une vague qui était nettement supérieure à toutes celles que nous avons connues jusqu'à maintenant. Mais les analyses nous montrent qu'aujourd'hui, on est capable de le retirer chez les enfants. Et c'est pour ça que nous le faisons, avec la progression visant les autres mesures également. Voilà. Merci beaucoup. Prochaine question et dernière en français. Patrick Belrose, Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Une question pour Mme Reynaud. Juste pour bien comprendre ce que vous avez mentionné tantôt sur le port du masque, est-ce qu'on doit comprendre que selon toute vraisemblance, on va pouvoir mettre fin au port du masque obligatoire d'ici la fin du printemps? Et pour être plus précis, tantôt vous avez parlé du 14 mars, de voir les effets du retrait des mesures sanitaires. Est-ce qu'on peut penser, par exemple, qu'à la mi-avril, fin avril, on pourrait mettre fin au port du masque? Comme je l'expliquais précédemment, là, c'est trop tôt pour recommander un calendrier de port de masque. Mais on sait qu'il y a on a vu les années passées qu'il y avait une certaine saisonnalité dans la transmission. Là. Donc,
quand on arrive à l'été, c'est certain que la transmission diminue. Mais on va évaluer l'effet de nos mesures sur la recrudescence des hospitalisations qu'on ne voudrait pas revivre. Et le ministre nous demande... Excusez-moi. J'allais dire que le ministre nous demande de travailler sur un cadre de déconfinement, plutôt en lien avec le port du masque. Et nous y travaillons déjà. Et nous espérons répondre à ces questions le plus rapidement, le plus solidement, le plus scientifiquement possible dans les meilleurs délais. Mais il y a une chose dont on est certain, c'est que l'évolution de cette pandémie-là nous montre qu'elle n'est pas terminée, qu'il faut la suivre attentivement et que le masque est d'une très grande utilité toujours. Et donc, c'est une des dernières mesures qui sera retirée et il faut savoir en profiter.